Effectivement, ça fait 3-4 ans maintenant que, avec ma femme et mes enfants, on a décidé de quitter une vie qu'on avait plus ou moins classique en Suisse pour aller s'installer dans le sud de la France, sur un terrain agricole, où on a posé un habitat plutôt léger et autour duquel on essaie de mettre en place une vie qui réponde un petit peu plus aux valeurs qui sont importantes pour nous et aux valeurs qu'on aimerait aussi transmettre à nos enfants. Alors voilà, quand on m'a contacté pour parler un petit peu ici ce soir de cette expérience, on m'a suggéré de dire que j'étais fribourgeois d'abord, je marquerai des points. Et puis on m'a surtout suggéré de parler du pourquoi de ce changement. Alors moi, le pourquoi, ça me paraissait complètement évident, donc j'ai dit bien sûr, volontiers. Et je me suis mis devant mon ordinateur, je me suis dit dans une demi-heure c'est plié. Et puis il se trouve que 2h30 après, j'étais toujours devant mon ordinateur en essayant de trouver le pourquoi, les mots en fait de ce pourquoi. Et du coup je me suis dit c'est peut-être pas la meilleure des façons de transmettre, et puis je me suis dirigé vers quelque chose qui est plus de l'ordre du ressenti. Et donc j'aimerais du coup avec vous ce soir faire un petit exercice tout simple de reconnexion à soi-même, pour essayer de ressentir un petit peu mieux ce pourquoi. Donc tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin de capacité particulière ni quoi que ce soit. Je vous demanderai juste pour ça de fermer les yeux. Ça va durer quelques minutes, et puis vous pouvez, comme moi, prendre une bonne respiration. Et une fois que c'est fait, vous pouvez vous concentrer sur un point au centre de votre cage thoracique ou au centre de votre estomac, là où vous ressentez un petit peu les émotions. Et puis j'aurais aimé que vous essayiez de ressentir qu'est-ce qui se passe justement dans ce point-là, juste maintenant. Quel type d'énergie, quel type d'émotion traverse cette zone, positif ou négatif. Une fois que vous arrivez à ressentir ça plus ou moins, j'aurais aimé qu'en fait vous essayiez de vous rappeler un moment de bonheur intense que vous avez vécu dans votre vie. Essayez de ressentir aussi qu'est-ce qui se passe du coup à l'intérieur de ce ventre ou dans cette zone dans laquelle vous ressentez des émotions. Un moment de bonheur intense qui peut être la naissance d'un enfant, qui peut être des retrouvailles avec une personne que vous n'avez plus vue depuis très longtemps. Essayez de ressentir. Ça peut être aussi un tout premier baiser avec votre amoureuse. Voilà, en gardant toujours les yeux fermés, j'aurais aimé maintenant qu'on fasse un petit travail de mémoire et puis qu'on essaie de retraverser la journée qui vient de s'écouler. Toujours en essayant d'identifier un petit peu les énergies, les émotions qui nous ont accompagnés tout au long de cette journée. À commencer par le moment où votre réveil a sonné ce matin, le moment où vous avez quitté votre lit, essayez de ressentir quelles étaient les énergies qui vous appelaient vers cette journée. Et puis ensuite, j'aimerais pas aller trop vite, mais imaginez-vous dans votre rituel du matin, le choix des habits, le petit déjeuner que vous avez peut-être partagé avec quelqu'un. Et puis gentiment, vous quittez votre domicile, prenez votre véhicule ou un transport en commun, et puis vous partez vers votre lieu de travail. Ressentez là encore le type d'énergie qui vous accompagne en ce moment. Vous arrivez sur votre lieu de travail, vous rencontrez vos collègues, la matinée s'écoule gentiment, jusque vers la pause du midi. Là aussi, vous pouvez essayer de vous rappeler ce repas que vous avez peut-être partagé avec des personnes.
Et puis gentiment retour sur le lieu de travail. L'après-midi qui s'écoule aussi. Vous avez peut-être rencontré des challenges. Ou pas. Et puis tout gentiment cette journée qui touche à sa fin. Et puis c'est le moment de quitter ce lieu de travail, de reprendre ce véhicule que vous avez pris ce matin, de retourner éventuellement chez vous, mais peut-être plus facilement directement ici. Voilà, avant d'ouvrir les yeux, j'aurais aimé encore que vous essayiez de vous imaginer sur votre lit de mort. Dans 10, 20, 40 ans, ou peut-être demain, hein. Et puis que vous portiez, donc vous êtes paisiblement installé, hein, pas de stress. Vous portez un regard sur cette vie qui vient de s'écouler, et puis vous vous dites quelque chose du style, ben voilà, j'avais à disposition 1 millier, peut-être 1 million de vies à choix, et puis ben moi, c'est celle-là que j'ai choisie, voilà, c'est celle-là qui faisait du sens pour moi. Puis une dernière fois, vous essayez de voir comment ça résonne en vous, ceci. Voilà, je vous propose d'ouvrir maintenant les yeux. Et avant que je vous parle encore un tout petit peu de moi, j'aurais eu une petite question à vous poser. Est-ce qu'il y a parmi vous dans la salle des gens qui ne se sentent pas complètement à leur place? Je ne parle pas de ce soir, hein. Ce soir c'est clair qu'on est tous contents d'être ici. J'ai entendu qu'il y avait une soupe de chalet après. Ça. Non, mais de manière plus globale, dans la vie, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ne se sentent pas exactement là où ils devraient être, là où ils aimeraient être? Merci. Je vois quand même une ou deux mains qui se lèvent timidement. Beaucoup de gens sont venus avec leur patron, ils n'osent pas lever la main. Je vous rassure, en fait, moi il y a 3-4 ans, c'était complètement clair pour moi que je n'étais pas du tout à la place où je devais être. Et pourtant, ce soir, j'aurais fait partie des gens qui n'ont pas levé la main, bien sûr. Parce que, fondamentalement, je suis malhonnête, mais aussi parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que faire le constat, après 30, 40 ou 50 ans de vie, qu'on n'est pas là où on aimerait être, ou pas là où on devrait être, waouh, pas évident, hein. C'est quand même un sacré constat d'échec. Puis il se trouve qu'on a créé une société où l'échec n'est pas spécialement une valeur refuge. L'autre raison, c'est que c'est parfois très compliqué de se rendre compte qu'on n'est pas à notre place. Parce que de nouveau, on a créé une société qui nous projette énormément de modèles par tous les médias auxquels on est confronté, et c'est des modèles auxquels on a tendance à s'identifier, consciemment ou inconsciemment. Et sur ces modèles, des fois, on peut lire des choses du style la liberté, qui est quand même un concept assez costaud, quoi. La liberté, c'est un abonnement de téléphonie illimité. Ou le vrai luxe, c'est l'espace qu'il y a dans l'habitacle de ma voiture. Et puis bon, finalement, on finit par y croire à ce genre de truc-là. Et on finit par y croire, et du coup, au moment du bilan, quand de temps en temps on se pose pour faire un bilan, eh ben, on fait la comparaison, on dit ok, la voiture c'est bon, je l'ai, l'abonnement illimité c'est ok, je n'ai pas encore George Clooney, mais j'ai la machine à café qui va avec, etc. Donc tout semble finalement bien se passer, quoi. Heureusement, on a tous, je pense vraiment tous, une petite voix à l'intérieur de nous qui des fois sonne un petit peu l'alarme. Alors chez certains, elle est vraiment très profondément enfouie, chez d'autres, elle est un petit peu plus en surface. Et puis cette petite voix, elle nous challenge en nous posant des questions du type est-ce que c'est complètement dans l'ordre des choses que je vois mes enfants 2 fois une demi-heure par jour? Que je parque mes parents dans une maison où il n'y a que des vieux? Elle nous pose des questions du type est-ce que c'est complètement logique que je passe autant d'heures par jour, voire autant d'heures ou de jours par mois, à travailler pour pouvoir payer une voiture que j'ai dû acheter pour pouvoir aller travailler? Elle est forte, la petite voix. Hein. Ou des choses encore du style, est-ce que c'est normal de lutter, d'être en lutte pendant 47, 48 semaines par année? Parce que vraiment, les gens sont en lutte. Hein. Tendez l'oreille 2 secondes dans les métros, etc. C'est dur, le quotidien. Quoi. Est-ce que c'est normal comme ça d'être en lutte pendant 47, 48 semaines par année pour les 4 ou 5 dernières de l'année
m'enfuir le plus loin possible de mon lieu de vie pour aller vivre une vie qui est la plus diamétralement opposée de celle que je vis au quotidien. En ayant bien sûr la sensation que ça, nom de chien, c'est la vraie vie, quoi, quand même. Alors voilà, quand on a cette petite voix qui nous challenge, on peut se sentir des fois un petit peu comme ça, quoi. Et à moins qu'on soit un fan des sports extrêmes, c'est pas toujours forcément extrêmement agréable de sentir un peu ce vide sous nos pieds. Et très souvent, du coup, on a tendance à vouloir museler cette voix par tout un tas de stratagèmes qui souvent se passent là-dedans, et de l'enfouir de nouveau le plus profondément possible pour qu'elle ne nous dérange plus jusqu'à la prochaine fois, quoi. Un matin, avant de partir au travail, ma fille Elia, elle m'a attrapé par la cravate. Moi aussi, je portais une cravate à moi. Elle m'a attrapé comme ça. Elle m'a regardé dans le blanc des yeux, puis elle m'a dit « Papa, pourquoi t'es pas plus souvent avec nous ?» Qu'est-ce que j'ai répondu ? Exactement, on a répondu à peu près la même chose, hein. Je lui ai dit un truc du style tu vois, ma fille, dans la vie, on ne choisit pas toujours, c'est comme ça, il faut, je dois, etc., quoi. Puis je lui ai fait un bec sur le front, puis je suis parti travailler. Puis cette question qu'elle m'a posée là, elle m'a occupé vraiment toute la journée. Et plus que la question qu'elle m'a posée, c'est la réponse que je lui ai donnée qui m'a occupé toute la journée. Une belle réponse de loser, hein. Alors que moi, au quotidien, je tenais un discours vraiment plutôt de winner. Hein, j'avais des équipes de vente sur ma responsabilité, etc. Donc je disais des choses du style quand on veut, on peut, il suffit de se fixer des objectifs, on choisit là où on veut aller, impossible n'est pas fribourgeois, etc., quoi. Mais à ma fille, à la maison, je lui disais c'est un peu différent à la maison, tu vois comment, c'est un peu plus compliqué. Non, en fait, qu'est-ce que j'aurais dû lui dire si j'avais voulu être fondamentalement honnête ? Je vous ai dit que j'étais malhonnête avant. Si j'avais voulu être fondamentalement honnête, j'aurais dû dire quelque chose du style, tu vois, Elia, j'ai choisi d'organiser ma vie d'une certaine manière où finalement, tu ne fais pas partie des priorités. Ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi à dire ça, bien sûr, mais ça aurait été beaucoup plus honnête. Quelques jours plus tard, ou c'était peut-être même dans la même journée, je ne me rappelle plus, mais j'ai croisé cette phrase-là. Alors, ce n'était pas sous cette forme-là, c'était un graffiti, je crois, à Lausanne. Et c'est une phrase qui a eu un impact sur moi extrêmement fort, même si elle est extrêmement simple, et que la plupart d'entre vous la connaissez peut-être. Moi, c'était la première fois que je la lisais, et puis ça a eu vraiment un très très fort impact. Parce que jusque-là, moi, j'étais un grand râleur, hein. Je suis toujours, mais je râlais sur plein de choses. Je râlais sur le changement climatique, je râlais sur les multinationales, je râlais sur la pharma, la malbouffe, etc., quoi. Et puis je râlais comme s'il y avait quelqu'un juste à côté de moi qui prenait des notes, puis qui disait « Ok, on s'en charge, on y va ». Mais il n'y a pas ça. Et du coup, cette phrase, elle m'a simplement remis devant mes responsabilités. Et puis, aussi et surtout, elle m'a rappelé à quel point j'avais un pouvoir entre mes mains aussi, de changer ne serait-ce que mon propre monde à moi. Et si je change mon propre monde à moi, directement, ça a une influence sur le monde de ceux qui m'entourent. Et du coup, aussi sur le monde de ceux qui m'entourent, etc., etc. Alors voilà. Tout ce que je vous raconte là, c'est rien de bien compliqué, hein. Quelques mois plus tard, j'ai donné ma démission. Et voilà, comme je dis, c'est l'origine de ce changement chez nous, le pourquoi, c'est des choses toutes simples. Une petite prise de conscience, une discussion entre quatre yeux avec ma fille, cravate tendue, et puis un graffiti, puis une démission. Donc c'est des choses vraiment simples, et je pense que la vie, fondamentalement, est simple, elle n'est pas compliquée. Et nous, on a, êtres humains, une tendance vraiment incroyable à arriver à se la compliquer. Et comment on se la complique énormément, on a l'impression aussi que le changement est très compliqué. Comment on va défaire toute cette usine à gaz qu'on a mis en place. Et du coup, on change finalement très peu de choses dans notre vie, à part des toutes petites choses qui nous permettent de nous rappeler qu'on est vivant, et puis de tenir jusqu'au lendemain, une paire de chaussures, on change un téléphone, etc.
Mais le cadre de notre vie, on a l'impression qu'il est immuable. C'est un peu comme cette scène en fait ce soir. Elle est super, hein, mais je veux dire, moi je ne l'ai pas choisie. Ni la taille, ni la couleur, ni la forme, ni la matière, ni rien, quoi. Alors bien sûr, les gens qui ont choisi cette scène, ils ne l'ont pas fait de manière mal intentionnée pourtant. Ils l'ont fait simplement en fonction de leurs propres besoins, leurs propres contraintes. Ce n'est pas les miennes. Mais je peux m'adapter à cette scène, je peux m'y conformer toute une vie durant, quoi. Je peux rester ici. Mais par contre, si j'ai l'intime conviction que ma vie, ça se passe là, où vous êtes vous, parce que je vois qu'il y a de la couleur, parce que je vois qu'il y a des sourires, eh ben ça vaut la peine de se poser la question, est-ce que finalement la frontière entre là où je suis et puis là où je devrais être, qu'est-ce que c'est, quoi? Et on se rend compte que la frontière ici, finalement, elle est super fine. La frontière psychologique, elle est énorme, la barrière psychologique, mais la barrière physique, elle est très très fine. Et du coup, si vraiment je pense que ma vie, elle se passe plutôt de ce côté, alors ça vaut la peine parfois de faire juste un pas de côté.